Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Des frappes israéliennes dans le sud Liban font 4 morts et une cinquantaine de blessés malgré la trêve. Benyamin Netanyahou dénonce la persistance, je cite, de la menace du Hezbollah pro-iranien. Charles III, ce soir, devant le Congrès à Washington, point d'orgue politique du voyage officiel du souverain britannique aux États-Unis qui marque les 250 ans de la déclaration d'indépendance des colonies américaines de la couronne. Et ce, alors que les sujets de contentieux se sont accumulés ces derniers mois entre les deux pays. Et puis la situation toujours très tendue au Mali. 2 détonations entendues près de l'aéroport de Bamako hier soir par nos confrères de l'AFP. Après les attaques d'une ampleur inédite ce week-end de groupes de djihadistes alliés aux rebelles Touaregs. À défaut d'une apparition publique d'Assimi Goïta, le Premier ministre malien a pris la parole pour rassurer, dit-il, les Maliens. Et c'est au Mali que nous allons poser les valises de Parlons-en jusqu'à 10h45. Un Mali dont on ne sait pas à ce stade de quoi seront faits ni les prochaines semaines ni les prochains mois, tant la démonstration de force du week-end dernier de la part du JNIM et du FLA est impressionnante. La junte au pouvoir depuis 5 ans est-elle en sursis? Qui viendra à son secours? Quelle partition joue l'allié russe? De quoi l'alliance entre les djihadistes et les rebelles Touaregs est-elle le nom? La population civile malienne est-elle condamnée à subir un conflit qui n'est pas le sien? C'est Parlons-en aujourd'hui avec Francis Patinde et Wassim Nasr. On sera rejoint par Christophe Boisbouvier dans un instant, je l'espère. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Francis Patinde. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, entre autres compétences, et nous sommes à distance avec Wassim Nasr. Bonjour Wassim. La rédaction de France 24 est la vôtre, bien sûr, spécialiste bien connu de nos téléspectateurs des mouvements djihadistes. La tension est donc loin d'être redescendue après les attaques coordonnées du week-end sur plusieurs villes maliennes. Je le disais à l'instant, 2 fortes détonations ont été entendues hier soir par nos confrères de l'AFP près de l'aéroport de Bamako, en périphérie de la ville. Depuis, rien, mais le calme est loin d'être revenu et il y reste très relatif dans le pays où la junte au pouvoir depuis 5 ans semble dans une situation critique, pour ne pas dire en sursis. C'est la question que pose cette émission ce matin. La junte a perdu le contrôle de Kidal sous la poussée de rebelles Touaregs appuyés par les djihadistes du JNIM. Son ministre de la Défense a été tué, c'était le numéro 2 de la junte, et son chef, Assimi Goïta, est toujours invisible. D'abord les dernières images du Mali commentées par Alexandra Carini. Dans cet hôpital de Kati, le Premier ministre malien se rend au chevet de personnes blessées dans les attaques de samedi. Le chef de la junte Assimi Goïta n'est toujours pas apparu en public depuis. C'est donc lui, Abdoulaye Maïga, qui tente de rassurer la population. L'objectif de l'ennemi était de conquérir le pouvoir en démantelant les institutions de la République. J'invite la population à ne pas céder à la panique et de continuer à apporter de franches concours et collaboration aux forces de défense et de sécurité. La situation sur le terrain reste confuse. Dans un communiqué publié lundi, le JNIM, le groupe à l'origine de l'offensive, avec l'appui d'indépendantistes touaregs, affirme que les forces maliennes ont rendu leurs armes dans la ville de Tessit. En échange, elles auraient été autorisées à se retirer en toute sécurité. Une information non commentée pour l'heure par les autorités. Dimanche, les rebelles du FLA, le Front de libération de l'Azawad, célébraient le départ des troupes russes de l'Afrika Korps de Kidal, au nord du pays. Une victoire après une série d'attaques coordonnées menées samedi à Gao, Sévaré, Bamako et dans la ville garnison de Kati. C'est dans cette dernière que le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué. Le secrétaire général de l'ONU a fait part de sa profonde préoccupation et d'y suivre la situation de près. Inquiétude aussi de la France, que la junte a chassé du Mali en 2022, qui a exprimé ces dernières heures par la voix de l'un de ses diplomates sa vive préoccupation. Bonjour Christophe Boisbouvier. Bonjour Pauline. Et bienvenue sur ce plateau, bien sûr, du service Afrique de RFI. Quelles sont vos dernières informations du Mali, Christophe ? Toujours la plus grande incertitude sur Assimi Goïta, le numéro 1 des autorités maliennes. Qu'on n'a pas vu depuis ce week-end. Voilà, ça fait plus de 48 heures maintenant qu'on ne l'a pas vu, qu'on ne l'a pas entendu. Et pour l'instant, le pays est sans gouvernail, puisqu'il n'est pas visible.
Wassim Nasr, est-ce que la situation, depuis que la junte malienne est au pouvoir, a déjà semblé aussi critique qu'elle ne l'est depuis quelques jours? Non, en tout cas, c'est la première fois que qu'on a ce genre de situation militaire et politique qui s'impose à la junte au pouvoir. Et ceci arrive, en tout cas, de par l'alliance ouverte, assumée entre le FLA et le JNIM, qui leur a permis, en tout cas, de conduire des attaques main dans la main à Gao et Kidal. Et en ce qui concerne le JNIM dans le centre et à Bamako et Kati, à occuper l'armée et les autorités, à défendre le cœur du pouvoir à Kati, même en tuant le ministre de la Défense. Donc, ce qui a donné les coudées libres à ces éléments et au FLA dans le nord pour prendre Kidal, Tessit et d'autres localités desquelles les Russes se sont retirés, suivant un accord quand même avec le FLA et avec, disons, la bénédiction du JNIM qui laisse les convois russes quitter le territoire sans leur tirer dessus. Donc on voit très bien que la situation est très critique militairement, mais aussi politiquement. Et cette combinaison de situations critiques politiques et militaires dans le nord, dans le centre, et à Bamako et à Kati est une situation inédite, et telle qu'elle a dit M. Boisbouvier, on n'a pas entendu Assimi Goïta depuis plus de 48 heures, et certains parlent même de certaines voix au sein de la junte malienne qui appellent à sa destitution. Mais en tout cas, la situation est critique, l'incertitude est très, très, très grande, et évidemment, comme vous l'avez rappelé, c'est inédit. Le FLA étant le sigle du Front de libération de l'Azawad, les Touaregs, on y reviendra bien sûr, Francis Patindé. Et il y a effectivement des voix, alors qui ne s'expriment pas officiellement, mais officieusement au sein de la junte. Est-ce qu'il y a quelque chose plutôt critique d'Assimi Goïta qu'on n'a pas vu depuis 48 heures? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se déliter? À l'évidence, oui. Il faut dire que le président Goïta, le chef de la junte, il est pas très loquace, déjà d'ordinaire, par tempérament. Il n'est pas visible de tout temps, mais le voilà aujourd'hui devenu totalement invisible. À mon avis, il se passait soit il a été blessé, contrairement à ce qu'on veut nous laisser croire, soit quelque chose peut-être de pire, ou il y a un dénouement entre militaires qui est en train de se préparer. Bon, maintenant... cette opération a été menée avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'efficacité et la rapidité. Et donc, il faudra maintenant savoir d'où vient le coup, ou bien est-ce qu'il faut... Moi, je vois plutôt l'Algérie, une piste algérienne dans cette affaire-là, parce qu'il y a le lent délitement de la relation entre l'Algérie et le Mali depuis quelques années. Déjà, il y a eu, vous savez que tous les avions, par exemple, qui passent dans l'espace de l'un des pays ne peut pas continuer sa route en passant sur par exemple, je quitte Paris pour Cotonou, au Bénin, eh bien, on doit contourner par le Maroc, parce que si on passe sur l'Algérie, qui est la voie directe, on ne peut pas passer sur le Mali. Et donc, il y a ce genre de truc. Il y a la question des drones, le fameux drone qui a été abattu en territoire algérien selon Bamako, en territoire malien selon... parce qu'il aurait pénétré l'espace aérien de l'Algérie. Bon, voilà. Alors que, semble-t-il, ce drone visait, en fait, avait en ligne de mire le chef du JNIM, Iyad Agali. Une piste algérienne, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je trouve que le professionnalisme ça s'est déroulé, cette opération, qui est une opération entre une coalition de Touaregs autonomistes ou indépendantistes, si vous voulez, et des terroristes, un gros terroriste qui est le JNIM. Et tout, je trouve que si en creusant un peu, on trouvera la patte de l'Algérie. On y reviendra. Je voudrais qu'on revienne sur la ville de Kidal et à quel point le fait qu'elle ait été reprise par les Touaregs aidés par le JNIM est quelque chose d'important. Et précisément, pour revenir sur Assimi Goïta, il avait fait de la reprise de Kidal en 2023 dans le Nord Mali avec les forces russes une espèce de victoire majeure pour asseoir sa légitimité. C'est une perte de Kidal et d'ailleurs les images ont été assez saisissantes
récente. On a vu les mercenaires russes quitter Kidal quasiment sans avoir tiré un seul coup de feu. Qu'est-ce que ça dit, ça, Christophe ? Ça dit un double échec. Kidal, c'est vraiment, pour tous les Maliens attachés à la souveraineté de leur pays, c'est un symbole très fort. Depuis 2012, depuis la première prise de Kidal par les insurgés, ça avait d'ailleurs à l'époque provoqué la chute du régime d'Amadou Toumani Touré. Donc c'est vous dire combien c'est fort pour tous les Maliens de conserver le contrôle de Kidal, qui n'est pas très loin de la frontière algérienne. Donc la reprise de Kidal en novembre 2023 avait été vécue comme une sorte de sursaut de fierté nationale. Mais voilà, non seulement Kidal tombe à nouveau, on est donc 2012-2026, 14 ans après la première chute de Kidal, mais en plus, comme vous venez de le dire, les Russes, les quelques 100 combattants d'Africa Corps, négocient, peut-être par l'intermédiaire de l'Algérie, ça on le saura un peu plus tard, un retrait vers le sud, vers Anéfis et Gao, suite à un accord avec les autonomistes, les indépendantistes du FLA de Bilal Akcherif. C'est dire donc ce qui est considéré par plusieurs officiers maliens comme un lâchage, comme une trahison de la part des Russes à leur égard. Oui, un officiel malien cité par vos confrères de RFI évoque une trahison russe. C'est que les Russes auraient trahi le Mali à Kidal. C'est ce que nous rapporte Serge Daniel, en effet, notre correspondant commun dans la sous-région. Donc c'est dire que c'est un double échec, c'est très dur à vivre pour... non seulement pour tous les Maliens attachés à la souveraineté de leur pays. Kidal, c'est un drapeau, en fait. Mais c'est très dur aussi pour la junte, parce que la junte en avait fait son emblème, la preuve qu'elle était venue au pouvoir pour quelque chose de concret. Aujourd'hui, ça ouvre bien sûr la possibilité de règlement de compte à l'intérieur de la junte. Wassim Nasr, sur la perte de Kidal ? Oui, effectivement, c'est d'une très grande symbolique, mais il faut se rappeler aussi que la junte au pouvoir a choisi de concentrer son effort militaire dans le nord contre les factions rebelles du nord en dénonçant les accords d'Alger et comme ça a été dit, de faire de Kidal le trophée de la reprise du contrôle du territoire, sachant que Wagner, à l'époque, avait annoncé publiquement sa présence au Mali avec la prise de Kidal, parce qu'avant, rappelez-vous, les autorités maliennes niaient la présence de Wagner au Mali. Mais j'aimerais revenir quand même sur quelque chose qui a été dit concernant une soi-disant piste algérienne. Il faut rappeler quand même qu'on a toujours tendance à sous-estimer les capacités militaires des groupes djihadistes et des groupes rebelles, et c'est une grave erreur, en tout cas, de sous-estimer leurs capacités. Ce sont des groupes insurrectionnels qui sont présents depuis des décennies. On n'arrête pas de se demander d'où vient le financement, d'où vient l'armement. Ils s'arment dans les casernes de l'armée malienne quand ils font des attaques. C'est le propre même des attaques dans le centre, à Sévaré, Mopti, etc. On voit l'armement qu'ils ont récupéré à Kidal, abandonné même par Wagner. Là, on voit les images. Et ce sont des gens aguerris à la guerre depuis 3 décennies. Donc, ils savent très bien mener des opérations, ils savent très bien planifier des opérations. Et à chaque fois, on s'étonne, on se demande qui est derrière. Si on regarde l'armement qui était utilisé, il s'agit de Kalachnikov, RPG-7, mitrailleuses lourdes, quelques drones, petits drones civils pour faire de la surveillance, de la tactique. Donc c'est très rudimentaire et très pas cher. Rappelez-vous l'attaque de l'État islamique à l'aéroport de Niamey, elle s'est faite avec des motos et 2 pick-up. Et ils ont quand même pris l'aéroport, ils l'ont contrôlé avant de se retirer. Quasi sain et sauf. L'attaque de Bamako 2024 à l'aéroport, c'était pareil. C'était 13 djihadistes qui sont rentrés, qui ont mis le feu aux avions et qui ont tous été tués sur place. Ce n'est pas une découverte de savoir que les djihadistes ont une capacité de commande et de contrôle et d'organisation et de planification qui a été mise à l'épreuve de la guerre depuis des décennies. Et je terminais par quelque chose de très important. J'aimerais bien rappeler quand même que c'est Bamako qui a poussé les rebelles du FLA, une alliance et une coordination poussée avec le JNIM en les qualifiant au même titre de terroristes et en lançant la guerre contre eux, en dénonçant les accords d'Alger. Donc l'accord de coordination entre le JNIM et le FLA, on l'a révélé à France 24 il y a 1 an, il a été signé il y a 1 an. Et il y a 48 heures, il y a eu sa mise en application militaire au sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de découverte.
tout ça était très prévisible. Le JNIM qui fait aussi son beurre, si vous passez l'expression, sur le business des otages. Pour préciser, l'accord d'Alger, accord de 2015, signé entre la coordination des mouvements de l'Azawad et à l'époque la République du Mali. Christophe, là-dessus. Disons, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Ce qu'on peut ajouter à ce que dit Wassim, c'est quand même que l'Algérie n'est jamais très loin dans les actions menées par les djihadistes commandés par Iyad Agrali. Ce qu'on peut rappeler, c'est que du temps de François Hollande, les militaires français qui, à l'époque, étaient présents au Mali, ont tenté une opération aéroportée sur Tamanrasset, donc au cœur du sud du Sahara algérien, pour tenter de capturer Iyad Agrali, dont la famille est dite protégée à Tamanrasset. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'en juillet 2024, c'est la première défaite importante des combattants russes sur le territoire malien. Il y a eu une violente bataille entre les indépendantistes du FLA et les Russes de Wagner Afrika Korps à la frontière algérienne, Mali-Algérie, à Tinzaouaten, et qu'on a du mal à croire que les Algériens sont restés les bras croisés. Pour revenir aux Maliens, oui, sauf un mot, Francis, là-dessus. Un mot, je vais dire que je ne doute pas que les terroristes sachent se battre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques jours, début avril, le Mali a franchi ce que je considérais comme une ligne rouge par rapport à l'Algérie. C'est en rétractant, en renonçant à la reconnaissance de la race, de la République arabe sahraoui démocratique. Vous savez que le Mali partage avec l'Algérie près de 1400 km de frontières. C'est important. Et le Mali a franchi une ligne rouge en se réadaptant et en disant, voilà, je me cale sur la position marocaine, sur le dossier du Sahara occidental. Ça, c'est un casus belli par rapport à Alger. Pour revenir à cette alliance entre indépendantistes et djihadistes, vous l'avez rappelé, Wassim Nasr, vous aviez révélé cet accord il y a un an. Sauf erreur de ma part, c'est la première fois quand même qu'on a vu cet accord sur le terrain prendre vie, enfin en tout cas entrer en action, et notamment sur cette ville de Kidal. On va en reparler dans un instant, mais d'abord on va découvrir le portrait de celui que vous évoquez à l'instant, tous les trois, le patron du JNIM, ancien chef de la rébellion Touareg, qui est un Malien, le djihadiste le plus traqué d'Afrique, Iyad Agrali. C'est Olivier Fessol qui nous fait son portrait en images. À la tête du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda, il est l'un des hommes les plus recherchés du Mali. Militaires français, maliens, mercenaires russes, tous ont tenté de le capturer depuis des années, en vain. Membre de la tribu Touareg des Iforas, né en 1958, Iyad Agrali fait ses premières armes sous l'uniforme de la Légion islamique de Mouammar Kadhafi. À son retour au pays à la fin des années 1980, il fonde une rébellion Touareg, le mouvement populaire pour la libération de l'Azawad. Il est alors proche des musiciens du groupe Tinariwen, boit de l'alcool et fume du tabac. Après quelques mois de combat, la paix est signée avec Bamako en 1991 et Iyad Agrali se rapproche des cercles du pouvoir. Dans la décennie qui suit, il épouse une vision plus rigoriste de l'islam sous l'influence de prédicateurs pakistanais. Mais ce n'est qu'en 2012 qu'il fait sa mue en chef djihadiste. À la tête du groupe Ansar Dine, il déferle alors vers le sud du Mali. Ses combattants appliquent la charia, coupent des mains et lapident des femmes. Pour ces faits, Iyad Agrali est ciblé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'intervention française Serval mettra fin à l'avancée des djihadistes. Leur chef disparaît dans le désert, mais son groupe continue à frapper et à se renforcer. En 2017, plusieurs organisations fusionnent sous la bannière du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda. Une formation transethnique qui inclut des Peuls, mais aussi des Bambara. Le vétéran Touareg est choisi pour en prendre la tête. Depuis, Iyad Agrali et ses hommes n'ont fait que renforcer leur influence jusqu'à menacer l'existence même du pouvoir malien.
Wassim Nasr, le JNIM, qui est une vieille coalition, on l'a rappelé à l'instant, et les Touaregs n'ont pas les mêmes agendas, ils n'ont pas les mêmes objectifs. On a rappelé que cet accord date d'il y a à peu près un an. C'est parce qu'ils ont un ennemi commun aujourd'hui, qui est la junte malienne, qu'il y a cet accord, mais qui n'est qu'un accord de circonstance ? Donc effectivement, ils ont été poussés dans leur retranchement par cette campagne, comme on disait tout à l'heure, de l'armée malienne pour récupérer le nord militairement et dénoncer les accords d'Alger qui marchaient peu ou prou, en tout cas qui avaient poussé les rebelles du nord, à majorité touareg, à déposer les armes. Donc le fait est que les rebelles touaregs du Nord, ou en majorité touareg, et le JNIM ne s'aimaient pas trop. On se rappelle l'épisode de 2012 où les rebelles ont été chassés par ce qui était AQMI et les groupes djihadistes à l'époque, mais on se rappelle quand même qu'en avril 2024, il y a eu une bataille rangée entre les rebelles touaregs et le JNIM à la frontière mauritanienne et qu'il y a eu des dizaines de morts des deux côtés. Donc, les circonstances ont mené à cette alliance et chacun des deux groupes a dû modérer ses positionnements pour arriver à cet accord. Donc l'accord, il y a un an, était effectivement sur le papier. Il y a eu quelques collaborations sur le terrain, mais qui restaient épisodiques, mais le cœur de l'accord était que il fallait qu'ils travaillent ensemble et que les FLA accepteraient une application de la charia, mais d'une manière qui n'est pas violente, comme ça a été rappelé dans le sujet, donc en 2012, et qui se rapproche beaucoup de ce qui est déjà le cas dans le Nord Mali ou même dans certains pays de la région, et donc en contradiction avec une application dure qui est aujourd'hui celle, par exemple, de l'État islamique à Menaka, toujours au Mali, parce que cet acteur, l'État islamique, on n'en parle pas. Cette alliance aussi s'est faite en opposition à la montée en puissance de l'État islamique. Après, il y a eu, par exemple, une constitution de juges chariatiques pour régler les problèmes entre les deux groupes. Il y a eu, par exemple, un accord tacite qui disait qu'en ville, c'est les rebelles Touareg ou le FLA qui gouvernent, et dans la brousse, c'est le JNIM. Mais donc les premières phases ont été appliquées militairement. Politiquement, c'était assumé dans les communiqués des deux, et ça c'est inédit. Les deux ont dit on a travaillé ensemble. Après, reste à voir si Kidal reste entre leurs mains, comment Kidal sera géré, et est-ce qu'effectivement ça sera le FLA sans application stricte de la charia ou ça sera autrement. Mais en tout cas, l'accord qui soit assumé politiquement, c'est le facteur le plus important, en plus de la coordination militaire tout le long du pays qui a permis, parce qu'encore une fois, les forces fixées à Bamako et dans le centre ont empêché l'armée malienne et Wagner d'aider dans le nord. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'aéroport de Bamako a été protégé par Wagner et il y a eu des combats très très durs. Effectivement, l'Africa Corps ou Wagner s'est retiré du nord sans combat important, mais autour de Bamako, ils se sont vraiment battus. Est-ce qu'on peut imaginer, Christophe, Francis Patindé, que l'une des hypothèses qui émerge chez les Touaregs indépendantistes et les djihadistes du JNIM, qu'il se soit imaginé une partition du Mali, le Nord Mali aux Touaregs, et puis les différents groupes djihadistes qui d'ailleurs contrôlent déjà une partie du Mali, mettre chez eux, chacun chez eux d'une certaine façon? Je ne crois pas qu'on en soit déjà à un partage territorial, pour la simple raison que dans la plupart des sites attaqués, les assaillants s'en sont retirés. Le seul site sur lequel ils sont restés, c'est Kidal, et je pense qu'ils vont tout faire pour y rester. En revanche, je pense qu'ils sont tous les deux dans la même stratégie à court terme. Je dis bien à court terme parce que, comme vient de le rappeler Wassim, les relations entre Iyad Agrali du JNIM et Bilal Ag-Sherif du FLA, c'est des relations très complexes. Ce sont de vieux ennemis de 30 ans. Depuis 30 ans, ils sont en concurrence, tous les deux, pour prendre le leadership sur le monde touareg, le monde de l'Azawad. L'un a choisi la voie islamiste, c'est Iyad. L'autre a choisi la voie indépendantiste, c'est Bilal. Mais tous les deux sont dans la compétition féroce pour le pouvoir au Nord Mali. Et tous les deux ont fait en effet une alliance tactique qui a démarré en juillet 2024 avec la bataille de Tinzaouaten qui a coûté la vie à 60 combattants russes, et maintenant évidemment avec tout ce qu'on vient de voir depuis samedi. Donc je pense que leur stratégie à moyen terme, elle est difficile à lire parce qu'ils sont en compétition féroce, mais leur stratégie à court terme, ils agissent ensemble. Ils agissent ensemble pourquoi ? Sans doute dans une mémoire de mars 2012. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il y a une alliance déjà à l'époque entre Iyad et Bilal qui provoque la prise de tout le nord
et ensuite la chute du régime ATT, Amadou Toumani Touré, à Bamako, renversé par des militaires. Je pense qu'ils espèrent le même scénario. Ils espèrent que cette fois-ci, le pouvoir d'Assimi Goïta va être très fragilisé et qu'il va y avoir des règlements de compte internes au sein de la junte qui vont provoquer une ouverture politique. Il y a notamment, juste un dernier mot, certainement des choses qui vont bouger du côté de 2 généraux de l'armée malienne qui ont été arrêtés au mois d'août dernier, le général Abbas Dembélé et le général Nema Sagara, soupçonnés par Assimi Goïta d'avoir comploté contre lui. Ils ont été arrêtés en même temps qu'un diplomate français agent de la DGSE, Yann Vézilier. Tous les 3 sont en prison. Il est possible que Abbas Dembélé et Nema Sagara ne restent pas en prison parce qu'une partie de la troupe Akati réclame leur libération. Ils sont populaires dans la troupe. Djihadistes et rebelles indépendantistes, sur le court terme, ont pour ambition que Bamako tombe. Je le dis à Essian ainsi parce qu'on en a déjà parlé, il me semble, et notamment avec vous, Wassim, il y a quelques mois. Pas nécessairement militairement, mais en tout cas, disons par leur intervention militaire, mais en tout cas que la junte tombe. C'est ça l'objectif sur le court terme? À mon avis, l'objectif final, ce serait que la junte tombe. D'elle-même? Ou à la limite, oui, parce que Bamako, ça va être difficile à prendre. Et donc, que la junte, que les militaires règlent le problème à l'interne et que se choisissent un autre chef qui entre peut-être éventuellement en négociation. Mais avec qui? Parce que moi, je ne crois pas du tout à l'accord entre le JNIM et le Front de libération de l'Azawad. C'est un accord de dupes. Parce que tout le monde sait qui a le plus de force, qui a le plus de combattants et qui a un projet réel qui couvrait l'ensemble du Mali. Et ce sont les terroristes de JNIM. Il faut éviter de les sanctifier, de les célébrer et tout. Par ailleurs, le Front de libération de l'Azawad, qui a descendu le drapeau malien à Kidal, qui a monté son drapeau à lui, parce qu'ils veulent l'autonomie, voire l'indépendance de ce qu'ils appellent l'Azawad. Mais vous savez, cet Azawad est mal vu, y compris des pays voisins. Ça peut avoir par ricochet provoquer des problèmes en Mauritanie, en Algérie, et au Niger et tout, parce que les contours de l'Azawad sont flous. Le projet très clairement de Wassim Nasr des djihadistes du JNIM, comme le disait Francis Patindé, dans cette alliance court-termiste ou en tout cas de circonstances qui semble être plutôt en position de force, c'est quoi très concrètement? Est-ce qu'ils sont en capacité d'administrer la capitale et plus largement le Mali? Quel est le projet? En tout cas, il y a plusieurs choses. Il faut imaginer que ce que ça a été dit tout de suite est très juste. Et c'est comme ça, par ailleurs, que le JNIM a convaincu les rebelles du Nord de se dire ça serait peut-être bien d'accepter l'application de la charia. Parce qu'avant, le JNIM ne pouvait pas s'allier avec eux. Et comment ils ont accepté cela? C'est en se disant justement, le JNIM leur a dit, personne ne va accepter l'indépendance de l'Azawad, parce que personne ne voudra créer un nouveau pays dans la région, donc pays de la région, mais aussi communauté internationale. Mais l'application de la charia serait acceptable par les pays de la région, il y en a d'autres qui le font, comme la Mauritanie, et par la communauté internationale. Donc si vous voulez votre autonomie, il faut accepter cela, et si vous voulez votre autonomie, il faut que nos combattants, nos djihadistes, donc à majorité Peul, mettent la pression sur Bamako, parce que sinon vous n'aurez pas d'autonomie. Et ces combattants Peul dont on parle ne se battront pas pour l'Azawad, mais ils se battront pour la charia. Donc c'est une concordance d'intérêts. Et par ailleurs, il y a certains hommes politiques et figures politiques maliennes de l'opposition qui essayent de nouer et de rentrer dans ce processus. Il y a l'imam Diko à Alger qui était garant d'une initiative, mais qui reste très faible à l'heure où on parle. Mais il y a aussi l'homme politique Omar Mariko, qu'on ne pourra pas accuser d'être un islamiste, qui a un background plutôt marxiste, qui a été jusqu'à voir le JNIM mi-avril. On en a parlé aussi à France 24 dernièrement, qui les a rencontrés et qui aujourd'hui même a fait un communiqué en appelant les militaires maliens à changer de régime. Et par ailleurs, dans le dernier communiqué du JNIM par rapport à la situation, il n'y en a eu que 2. Et dans le deuxième, ils appellent les militaires à déposer les armes et qu'ils pourraient rentrer chez eux, sachant que plusieurs fois, à plusieurs reprises, ils ont parlé d'une solution négociée, d'une solution de gouvernance
négocier, que ce soit dans des communiqués ou que ce soit même Amadou Koufa, en répondant à une de mes questions à l'époque, il a dit il parle de gouvernance, de résolution de conflits. Donc, est-ce qu'ils veulent un régime inspiré de la charia islamiste? Certes, mais est-ce que c'est complètement incompatible avec les réclamations d'autonomie des rebelles du Nord? Je ne le pense pas, parce que c'est quand même des sociétés plutôt conservatrices. Et on a un exemple qui est juste à côté, qui est celui de la Mauritanie. Vous voyez? Donc, ce qui paraissait impossible en 2012, aujourd'hui est de l'ordre du possible. Et ça, il faut en prendre conscience. Les temps ont changé. La junte au pouvoir au Mali, bien sûr, il y a eu ces attaques impressionnantes du week-end dernier. Elle subit quand même une forte pression depuis des mois. Il y a eu cette politique d'asphyxie aussi menée contre Bamako, asphyxie en carburant notamment, qui rend d'ailleurs la vie en premier lieu des Maliens, de la population malienne insupportable. Quelle responsabilité à la junte dans la situation qu'elle subit aujourd'hui et a-t-elle les moyens de faire face, ou elle est condamnée à assister à son délitement d'une certaine façon, peut-être là-dessus La junte est sonnée déjà, hein. Je crois qu'il faut dire les choses. Les 5 chefs de la junte qui dirigeaient le Mali depuis mai 2021, donc depuis pratiquement 5 ans maintenant, ils ont perdu d'abord l'un de leurs 2 hommes forts. Hein. Il faut rappeler que Sadio Camara, c'était le principal artisan du 2e coup d'État de mai 2021. C'était l'homme des Russes, puisqu'il parle russe, il était en stage à Moscou les mois qui avaient précédé le coup de mai 2021. Donc ils ont perdu avec Sadio Camara l'un des 2 piliers du régime. Hein. Ça, c'est la première chose. Tué dans une attaque présentée comme kamikaze à Kati. Absolument. Il est mort samedi matin. Donc, il y a Modibo Koné, hein, qui est donc le chef, autre membre des 5 de la junte, qui est le chef des services de renseignement, qui est pour le moins gravement blessé. On ne sait pas s'il est en état un jour de reprendre ses activités. Donc, déjà, les gens de la junte sont très affaiblis. Et le scénario qui pourrait se dessiner, qu'un certain nombre de gens espèrent, c'est un scénario à la syrienne. C'est-à-dire une 3e voie qui ne soit ni la junte actuelle au pouvoir, ni les djihadistes du JNIM. Une 3e voie qui pourrait être incarnée par un islamiste modéré, par exemple, dont Wassim a parlé il y a quelques instants, c'est-à-dire l'ancien patron du Haut Conseil islamique, l'imam Mahmoud Dicko, actuellement en exil à Alger. Il a monté avec un certain nombre d'autres personnalités politiques, pas seulement musulmanes, mais chrétiennes, comme Étienne Fakaba Sissoko, ce qui s'appelle la Coalition des Forces pour la République. Ça pourrait être l'une des pistes d'une éventuelle 3e voie à la syrienne. Un mot peut-être là-dessus, Wassim, parce que vous l'avez rencontré, l'imam Dicko, ça fait des mois, figure de proue de l'opposition à la junte, qu'il plaide pour une solution régionale. Il pourrait être l'homme de la situation. Je vois Francis Patindé qui doute, mais je vous donne la parole dans un instant, Francis. Sur l'imam Dicko, Effectivement, j'ai rencontré un Nouakchott en février. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui pendant 2 longues heures. Et lui, il se positionne comme garant plutôt que comme leader de cette opposition, parce qu'il est capable de jouer ce rôle, disons, intermédiaire, sans l'exagérer non plus, et avoir l'oreille d'Iyad, mais surtout Iyad Agali, mais surtout de Amadou Koufa, de Mohamed Koufa, qui est le numéro 2 du JNIM et qui est peu lui-même et qui est du centre et que l'imam Dicko est familier avec. Donc, il y a ça. Donc, mais en même temps, l'imam Dicko, ça fait un moment qu'il est parti. Donc, il a besoin des figures d'opposition à l'étranger, en exil ou à l'intérieur, et eux-mêmes ont besoin de lui pour créer ce canal, disons, avec le JNIM, mais en même temps, il y en a beaucoup qui ont été voir le JNIM directement. Mais le rôle de l'imam Dicko pourrait être très important dans la mesure où ça pourrait éviter une effusion de sang ou un bain de sang dans la capitale. Parce que la capitale, ça a été dit, ça ne peut pas être pris par les armes, par le JNIM, par les armes. Il faut que ça soit à travers une coalition à l'intérieur qui dit ça suffit, il faut négocier avec le JNIM, mais essayons de trouver une solution. Ce que par ailleurs, Oumar Mariko appelle aussi pour ça. Donc le rôle de l'imam Dicko arriverait si le JNIM est vraiment dans la capitale. Bon, ils l'ont été il y a 48 heures quand même, mais s'ils décident d'investir la capitale pour rassurer la population, éviter une effusion de sang et jouer ce rôle de garant
entre ceux qui destitueraient la junte, le JNIM et le JNIM, pour voir quelle serait la solution. Et dans cette configuration-là, le FLA n'a pas de rôle. Parce que son rôle dans ce registre-là, à Bamako même, serait plutôt contre-productif et crisperait les populations de Bamako. Vous voyez? Donc c'est pour ça aussi, par exemple, quand le JNIM a mis un blocus autour de Bamako, on voyait que les combattants étaient majoritairement Peuls, voire Bambara. On n'a pas vu de combattants arabes et Touaregs, parce que c'est devenu un groupe transethnique et qui comprend la complexité des dynamiques ethniques au Mali. Et il faut le dire, le JNIM est le seul groupe qui a réussi à transcender ces problématiques ethniques et c'est ce qui lui donne sa force aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a plusieurs... C'est une triangulaire en fait. Oui. C'est une triangulaire qui a 50% de chances de marcher. Je donnais la parole à Francis Patindé, Wassim. Oui. Oui. Alors, juste quand même faire quelques remarques, c'est que, la junte a promis monts et merveilles depuis près de 5 ans. La junte a échoué à assurer la tranquillité, la sécurité des Maliens, échoué à payer des salaires, ce qu'on ne dit pas souvent. Il y a des retards de salaire. J'ai parlé à des journalistes de la télévision officielle hier, et les salaires accusent du retard. Est incapable d'assurer quoi que ce soit. De protéger la population. De protéger la population et même d'assurer des relations de bon voisinage avec les voisins. Vous ne pouvez pas avoir tout le monde contre vous et espérer prospérer. Pas de bonnes relations avec la Mauritanie, pas avec l'Algérie, avec la Côte d'Ivoire, non. Avec la France qui est plus loin, et ça ne va pas. Donc il y a un souci, et il y a eu un amateurisme coupable et même criminel de la part de cette junte-là. Alors, deuxième chose, c'est que moi, je ne crois pas à l'imam Dicko. Je l'ai connu aussi quand j'étais reporter. C'est un pays que j'ai couvert des années durant, et Christophe peut en témoigner. Mais c'est quelqu'un... Vous savez, c'est les gens, ces islamistes, ils avancent avec ces Janus. Ils ont deux faces et tout. Il y a la phase... qu'on peut trouver compromissoire aujourd'hui, sympathique et éventuellement, mais c'est des gens dangereux. C'était ce imam Dicko qui, dans un stade de Bamako, s'est attaqué au code de la famille. C'est-à-dire quelqu'un qui a peu de considération pour les femmes, par exemple, et qui voilà, quoi. Et donc, qui promeut la polygamie et tout, alors que ATT, donc, parlait Christophe tout à l'heure, le président Amadou Toumani Touré, était pour un code laïque. Ouais, il faut toujours faire attention à l'instant où on est aujourd'hui, dit voilà quelqu'un qui peut servir de compromis. Il va révéler à la pratique son vrai visage. Méfions-nous de cela. La junte acculée, la junte très seule aussi. Vous parliez des relations de bon voisinage, Francis, à l'instant. Les pays de l'Alliance de l'État du Sahel, le Niger et le Burkina, ont quand même réagi assez mollement après les attaques du week-end. Il y a eu ce communiqué ces dernières heures qui dénonçait un complot soutenu par des ennemis. Pas d'intervention. Pourtant, il y a une force commune dont le commandement est à Niamey, sauf erreur de ma part. Comment l'expliquer ? Pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire que vous avez eu en janvier dernier une attaque des islamistes de l'EIS, l'État islamique au Sahel, qui est en effet, comme le rappelait Wassim tout à l'heure, en guerre contre l'autre grande entité djihadiste de l'ouest du Sahel, qui est en compétition d'ailleurs avec le JNIM d'Iyad. Il y a une concurrence dans la férocité. Très meurtrière. L'EIS a attaqué l'aéroport de Niamey. Le général Tiani, le numéro 1 de la junte nigérienne, a accusé le coup. Il a accusé tout le monde, il a accusé la France, la Côte d'Ivoire, le Bénin d'être derrière. C'est évidemment très farfelu comme accusation, mais ce qui prouve que maintenant vous avez une partie du territoire nigérien, notamment à l'extrême nord-ouest, à la frontière du Mali, pas très loin de Gao, la région de Tillabéri, qui n'est plus sûre pour les autorités nigériennes. Le général Tiani ne peut plus aller de façon tout à fait sécurisée à Tillabéri. Vous avez donc une pression djihadiste sur Niamey qui fait qu'à mon avis, le Niger n'est pas en mesure à l'heure actuelle de venir soutenir militairement le Mali. Et le Burkina ? Le Burkina a ses propres difficultés, puisqu'on estime que 40% du territoire burkinabé est sous le contrôle des djihadistes. Oui, la menace djihadiste s'étend largement au-delà du Mali. Qui pourrait venir au secours de la junte ? Sûrement pas la France, évidemment, chassée du Mali en 2022. Wassim Nasr, pas la Russie. Vraisemblablement, la junte est bien seule ?
Écoutez, en tout cas, les mercenaires russes qui sont payés par ailleurs par la junte pour faire un travail militaire au terrain ont démontré à maintes reprises leur inefficacité. Et même seuls, ils ne peuvent pas se battre. C'est-à-dire que quand les contingents de l'armée malienne ne se battent pas, eux seuls ne peuvent pas avoir des résultats. Et rappelons-nous quand même que leur priorité n'a jamais été de combattre les djihadistes, mais c'était de combattre les rebelles pour des raisons de propagande et dire qu'on a repris Kidal sans refaire toute l'histoire. Et surtout, protéger le pouvoir en place. Parce que quelle serait la logique d'envoyer le grand de l'armée malienne plus Wagner à l'époque, Africa Corps aujourd'hui, dans le nord, alors que le JNIM évolue à 10 km de la capitale? Il n'y a pas une logique militaire, il y a une logique, disons, de propagande pour dire on récupère le territoire. Et ceci dit, les 3 pays du Sahel, c'est eux qui ont éjecté tous leurs partenaires qui auraient pu l'aider à un moment donné. Ce que disait notre confrère, M. Bobouillet, par rapport à l'incapacité des autres pays du Sahel d'aider au Mali est bien réelle. On a vu, par exemple, on a parlé de l'attaque à l'aéroport de Niamey, c'est quand même une combinaison de forces de l'État islamique Afrique de l'Ouest, donc lac Tchad, qui ont fait leur jonction au nord de Sokoto sur le territoire du Niger et qui ont collaboré à une attaque de l'État islamique filiale du Sahel et qui ont pris l'aéroport, la base 101, en présence de mercenaires russes dedans aussi, et en présence même de militaires italiens qui étaient pour un programme de coopération. Ils ont attaqué, ils sont repartis. Donc comment vous voulez que des pays qui n'arrivent pas à tenir leur propre territoire à aller venir en aide aux militaires maliens à Bamako? Il faut imaginer que ces 3 pays ont perdu des pans de leur territoire, contrôlent les capitales, détiennent le pouvoir, mais leurs frontières sont poreuses et leurs capacités militaires ne sont pas à même de mettre un terme à l'activité djihadiste, que ce soit de l'État islamique ou du JNIM, qui par ailleurs ont le loisir ou la capacité de se battre entre eux avec des batailles rangées maintenant à la nouvelle zone des 3 frontières entre le Niger, le Nigeria et le Bénin. Francis Patindé, une junte qui subit une pression militaire et politique, double donc à la fois djihadistes et des rebelles touaregs, avec un mécontentement d'une partie de la population civile malienne. Peu d'alliés, puisqu'elle les a écartés volontairement. Un espèce de lâchage russe, on l'a vu à Kidal, c'est plié? Moi, je pense que c'est plié. De toute façon, vous aurez remarqué que même pour réagir, les 2 autres pays de l'AES ont mis du temps. Alors qu'au moment où se déroulaient les combats à Kati, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Mali étaient à Bobo-Dioulassou, donc au Burkina voisin. Vous voyez, tout ça, ça a mis du temps à réagir. Ça pour que leur mécanisme de défense, tout c'est pas opérationnel. Ils ont peut-être pas d'aéronefs pour transporter les gens, et pour les transporter où? Il faut du renseignement aérien, et ils n'ont pas tout ça. Donc moi, je pense que mon pronostic, c'est ces 3 régimes du Sahel qui posent trop de problèmes à beaucoup trop de gens, sont appelés à disparaître. Sauf que ces 3 pays savent peut-être ce qu'ils vont perdre et pas ce qu'ils vont gagner, entre guillemets. Je crois qu'il faut que les futures autorités maliennes passent du tout militaire à une autre politique. Depuis 5 ans, c'est que du militaire. On met les opposants en prison ou on les pousse à l'exil. Je pense qu'il faut que les nouvelles autorités demain fassent une politique d'ouverture à l'intérieur du Mali, c'est-à-dire qu'elles ouvrent les portes des prisons, qu'elles autorisent les exilés à rentrer, ceux qui sont à Alger comme Mahmoud Dicko, qui sont à Abidjan comme Oumar Mariko, etc., etc. Il faut respirer dans ce pays et il faut une solution politique, ce qui aura un autre avantage, non seulement de ramener un peu de paix dans ce malheureux pays, mais ensuite de sauver la face, parce qu'il faut que le Mali, avec cette politique du tout militaire et ce grave revers militaire que vient de subir le régime il y a 3 jours, le Mali est touché dans sa fierté nationale. Donc je pense que la tâche principale du nouveau régime, ce sera de faire un grand effort de dialogue pour que le Mali retrouve sa fierté. Elle existe, cette voie ? Oui, le Mali est riche mais le Mali a été une grande démocratie. Oui. Hein.
Il faut rappeler les années, comment s'appelait l'ancien président Alpha Omar Konaré. Il faut rappeler les années Alpha Omar Konaré, après la révolution de 1991, c'est ça, Francis? Oui, absolument. Vous avez eu un grand président, Alpha Omar Konaré, qui a non seulement porté la démocratie dans son pays, qui est toujours là, hein, qui est toujours à Bamako, qui a porté la démocratie dans son pays, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une grande voix africaine. Il faut que le Mali donne la parole à nouveau à de grandes figures de la démocratie. Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Christophe Wabouvier d'RFI, bien sûr, Francis Patindé, merci infiniment. Wassim Nasr, on vous salue. À très bientôt sur ce plateau. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.